Lénard, vous êtes commissaire divisionnaire, vous êtes le chef du service central de courses et jeux, qui est un acteur historique du secteur des jeux en France. Et je voulais vous poser la question, selon vous, les jeux en ligne, poker, paris sportifs et hippiques, présentent-ils des dangers spécifiques en termes de manipulation et quelles seraient, selon vous, les bonnes mesures de prévention à retenir? Merci de me céder la parole. Et puis, je voudrais juste dire, Monsieur le Ministre, vous avez parlé de service historique. Oui, je voudrais quand même rappeler qu'on est le plus ancien service spécialisé de France, avoir été créé en 1892 sous l'égide de Célestin Aignon, qui nous avait intitulé à l'époque Service central du Pari mutuel. Donc, essentiellement pour les courses de chevaux. Petit à petit, on a dérivé vers les casinos, les cercles, et puis on s'est fait doubler sur la ligne par l'Argel, puisque les jeux en ligne ne sont plus de notre portefeuille. Mais on collabore bien, je vous rassure, ce qui fait que nous avons 3 missions essentielles, c'est quand même important de le rappeler, parce que je suis rattaché à la police judiciaire depuis 2008, je suis moi-même issu de cette police judiciaire depuis toujours. Il faut savoir que nous avons une mission essentiellement administrative, qui pour un service de police judiciaire est assez anachronique, puisque nous avons 2 tiers de notre travail qui est consacré à du contrôle et de la surveillance des opérateurs de jeux dans le milieu des jeux, que ce sont les casinos, les cercles ou les opérateurs tels que le PMU ou autres. Cette mission administrative nous occupe fortement. Elle a été doublée d'une autre mission, et le ministre en parlait tout à l'heure, qui est essentielle, qui est la lutte contre le blanchiment. Et depuis 2014, nous avons des inspecteurs de notre service qui sont habilités à mener des opérations de vérification des mesures anti-blanchiment, c'est-à-dire des mesures prudentielles, des vigilances qui sont mises en place, on a utilisé ce mot-là plusieurs fois ce matin, par les opérateurs de jeux, quels qu'ils soient, donc casino, cercle, PMU, Française des Jeux. Nous avons la possibilité de mener des opérations de contrôle et de soumettre ces dossiers, s'il y a des infractions administratives, à une commission nationale des sanctions qui a été créée en 2009, mais mise en service en 2014. D'ailleurs, le secrétaire général de cette commission est présent dans la salle. Voilà, juste pour resituer un peu le service central dans cette galaxie de lutte contre la corruption sportive, contre la fraude dans les jeux, etc., etc. Pour revenir aux questions que vous m'avez posées, monsieur, écoutez, la manipulation des rencontres sportives, les fraudes dans le sport, oui, c'est une réalité. On peut vous le dire aujourd'hui. On a entendu ce matin tout ce qui était fait pour réguler et pour faire que des opérateurs qui ont des capacités financières de répondre à la sollicitation des joueurs soient présents sur le marché. Mais on peut utiliser le système à des fins déviantes. Alors, quelques chiffres pour vous remettre un petit peu en perspective ces éléments. Il faut savoir qu'en France, le jeu, ça représente en mise à peu près un petit 50 milliards d'euros tous les ans. Donc c'est quand même une donnée essentielle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le sport, dans le monde entier, alors là, ce n'est pas moi qui fais les estimations, c'est les estimations qui sont faites par le Hong Kong Jockey Club, qui est assez avancé dans le domaine, que ce soit en matière de sport hippique ou de sport de toute compétition confondue, estime que le marché mondial des paris sportifs légaux et illégaux est estimé entre 200 et 500 milliards d'euros. Il y a une fourchette large, mais vous comprendrez bien qu'il y a un chiffre gris qui est assez important. Et évidemment, ce chiffre est essentiellement constitué du football. Il faut savoir que le football représente à peu près, alors je ne sais pas si ce sera dit par d'autres intervenants, mais 70% du marché, et que ce marché, il est à 70% en Asie. Donc forcément, les points de névralgique de vigilance doivent se situer à ce niveau-là, mais ce qui n'empêche pas que d'autres sports sont visés. J'y reviendrai dans mes exemples pratiques. Alors pourquoi est-ce que le sport est visé et pourquoi l'intégrité du sport et son honnêteté sont menacées? Eh bien parce que, vous l'avez compris, les compétitions représentent à elles seules des engouements, comme l'a rappelé Monsieur le ministre, et aussi des participations financières, des prises capitalistiques de certaines personnes qui sont intéressées, et puis aussi par les paris, la possibilité de blanchir de l'argent assez facilement, puisqu'il y a des martingales qui permettent, contrairement à d'autres jeux qui sont pratiqués dans les casinos ou autres, de pouvoir rentrer dans ces fonds en y laissant une petite part, parce que tout blanchisseur accepte de perdre un peu de son argent s'il a une justification papier ou établie de l'origine de ces fonds.
Alors pourquoi l'économie du football est-elle plus particulièrement mise en cause? Eh bien, je dirais que parce que c'est le sport le plus populaire, le plus regardé, et qui, par les droits télé, amène le plus forcément d'intérêts financiers. C'est aussi par le fait qu'une étude a été menée par la FIFPro, qui est la Fédération internationale des footballeurs professionnels, et qui a, face à ces menaces qui ont été identifiées, a décidé de mener une étude et qui a pu révéler, j'ai rencontré les gens de la FIFPro d'ailleurs à un colloque Interpol il n'y a pas plus tard que 3 semaines, qui a révélé que près de 45% des joueurs dans certains clubs européens n'étaient pas payés à la fin du mois. Donc forcément, ça constitue des cibles potentielles, puisque si on vient les voir en leur disant « est-ce que tu ne veux pas truquer le match, je te donne 50 000 euros », c'est sûr que les gens sont assez attentifs à ces propositions. Et surtout, et là le chiffre essentiel, c'est que près de 12% d'entre eux ont reconnu avoir été approchés. Et je pense que les discours sur la prévention et l'éducation du milieu professionnel sportif est un atout essentiel à prévenir ce genre de déviance. Alors, pour les cas pratiques, je dirais il y en a eu beaucoup à l'étranger. Je citerai par exemple, pas très vieux, en 2005, ça fait 10 ans en Belgique, où on avait vu un opérateur asiatique reprendre le contrôle capitalistique de plusieurs clubs pour arranger des manipulations de matchs, parce que justement, étant asiatique, il connaissait un peu le fonctionnement des marchés asiatiques. Et donc la police belge a fait un gros travail là-dessus, et c'était essentiellement des clubs de seconde ligue. Nous avons plus récemment, en Italie, un grand scandale, le Calcio Comece, sur les affaires justement de paris sportifs qui mêlaient la mafia, et qui ont, à mon avis, déstructuré complètement le football en Italie, au sens de la crédibilité de ce sport en Italie et à l'étranger. Ensuite, sous l'égide d'Europol, puisque Europol a créé en 2014, il faut le savoir, un groupe de travail spécifique pour désigner des points de contact dans les différents pays de l'UE pour coopérer de façon plus forte dans les échanges de renseignements sur les manipulations de rencontres sportives, essentiellement sur le foot. Et Europol a conduit avec plusieurs pays européens, notamment l'Allemagne, le Danemark, la Hollande et d'autres pays, une grosse enquête qui s'appelle VETO, qui est une équipe commune d'enquête, ce qu'on appelle une Joint Investigation Team. C'est une équipe commune d'enquête qui a été mise en place en septembre 2013, donc depuis 2 ans, et qui a permis l'arrestation de tout un groupe mafieux singapourien, parce que c'est à Singapour qu'on se trouve les réseaux les plus structurés en matière de connaissance des acteurs et des opérateurs. Et ce réseau a réussi à truquer 680 matchs, dont 384 en Europe. Donc je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors vous allez me dire, qu'en est-il du championnat français? Alors ils se sont intéressés au championnat français, mais la 3e division. Mais bon, ils ont tenté simplement, et on n'a pas été confronté à cette affaire directement, même si on a participé à quelques réunions de cette équipe commune d'enquête. Ceci étant, on n'est pas épargné. L'année dernière, vous avez vu qu'on a traité un dossier, alors qu'il n'est pas lié directement à la criminalité organisée, quoique. On a eu, la presse en est fait écho, c'est pour ça que je peux me permettre de parler, même s'il y a des magistrats dans la salle, je ne révélerai rien de plus que ce qui a été dit dans la presse. Mais effectivement, des rencontres de Ligue 2 l'an passé ont fait l'objet d'approches. Je m'explique. Nous travaillions à l'époque sur un cercle de jeu. Et le dirigeant de ce cercle de jeu était quelqu'un d'assez peu recommandable, mais il avait pris comme décision pour étendre un petit peu son activité et ses capacités financières, de prendre le contrôle d'un club de foot. Et comme il a voulu gérer le club de foot comme il gère ses affaires, c'est-à-dire en négociant et en modifiant les résultats, il a fait des approches. Et là, on a vu par cette enquête comment ça se passe. Alors on essaye d'approcher des joueurs. Alors pour une équipe de football, c'est bien d'avoir le gardien dans sa manche, ou un défenseur. Mais si on n'a pas ça, on peut approcher aussi des arbitres. Si on n'a pas ça, on peut approcher un entraîneur qui peut modifier la composition de l'équipe. Et puis enfin, si on n'a pas ça, et on peut avoir mieux, on peut avoir le dirigeant qui peut donner des ordres pour que les choses évoluent favorablement par rapport à ce qu'on souhaite. Alors heureusement, dans toutes ces affaires, on a pu constater que beaucoup de clubs avaient refusé, mais n'ont pas dénoncé, Monsieur le ministre, et n'ont pas signalé à la fédération qu'elles avaient été approchées. Et je crois que c'est ce que vous souhaitez. Par contre, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a accepté,
et ce qui a permis à l'un de rester dans la ligue dans laquelle il évoluait et de ne pas perdre beaucoup de droits télé, et à l'autre de monter dans la ligue supérieure avec assurance. Donc, vous voyez, les enjeux étaient clairs, et ça a permis aussi à quelques joueurs bien informés de pouvoir parier en toute certitude, sauf qu'à un moment donné dans l'enquête, ils se sont dit ne pariez pas trop parce que les courses et jeux peuvent être derrière nous et ça se verrait. Et quand je dis ça se verrait, la Française des Jeux l'aurait vu sans doute aussi. Voilà, donc pour vous dire que même les voyous savent jusqu'où ils ne peuvent pas aller, pour dire que le phénomène est quand même assez connu. Actuellement, nous traitons aussi un dossier où alors là, pour le coup, c'est bien la criminalité organisée qui est impliquée et où les réseaux justement internationaux ont approché des joueurs en national, donc en division nationale, pour modifier le résultat d'un match, pour opérer des paris en Asie, alors qu'en France, ces paris ne sont pas ouverts par l'Argel. Et du coup, on est en train d'investiguer sur ce cas, mais on progresse bien, et on est quasiment certain d'avoir eu une manipulation en France, organisée par des voyous pour le marché asiatique. Nous progressons très bien sur ce dossier. Voilà pour le football. Pourquoi est-ce que, encore une fois, on a le football qui est en première ligne? Parce que le nombre d'acteurs impliqués dans les championnats et le volume des sommes brassées est très important, et que les flux illégaux peuvent s'y fondre sans difficulté. Le faible coût des paris en ligne et l'introduction facile par des groupes criminels dans le milieu, et la possibilité de parier sans avoir à prouver véritablement sa solvabilité. Le football est en danger, mais ce n'est pas le seul sport visé. Vous savez très bien, puisqu'en juin 2015, la presse s'est fait écho d'une autre affaire qu'on a pu traiter qui concernait le handball. Pour une affaire qui remontait à 2012, elle a été jugée en juin 2015, même si les sanctions sont relativement faibles, mais il ne m'appartient pas de me prononcer, elles sont prononcées. Et ça, c'est essentiel. Dans le monde du sport, c'est quelque chose de capital. Et surtout que ça visait les joueurs réputés partout où je vais. Les collègues internationaux me disent « mais c'est les meilleurs joueurs du monde que vous avez accrochés ». Je dis « oui, c'est vrai ». C'est comme si on avait Messi qui faisait la une au niveau du football. Et ça, je pense que c'est essentiel. Et là, ce qui avait été fondamental dans cette affaire, c'est la détection mise en place par la Française des Jeux, opérateur, qui nous avait communiqué les renseignements pour nous permettre de démarrer les investigations. Je ne rentrerai pas plus dans le détail parce que le temps m'est compté, mais sachez qu'au-delà du handball, au-delà du football, nous avons aussi le tennis qui est visé. Et pourquoi le tennis? Parce que même si les sommes en jeu sont moindres, elles sont quand même conséquentes, et surtout, ça ne vise qu'un joueur à corrompre. C'est beaucoup plus simple. Même si il faut faire attention, je crois que l'affaire Davydenko a été le premier révélateur, même s'il n'a pas été mis en cause formellement. Il y a eu beaucoup de doutes quand même sur ce qui s'est passé. Et sachez qu'une fois encore, les criminels ne s'intéressent pas forcément aux têtes de gondole, comme on dit. Ils essayent de corrompre des gens à un niveau inférieur, parce qu'en Asie, on parie sur tout. Et j'en veux pour preuve aussi le partenariat qu'on a développé avec la Fédération française de tennis, où on essaye de vérifier un peu ce qui se passe sur les tournois majeurs. Et la présence de ce qu'on appelle les courtsiders le long des cours montre bien que pour avoir en direct le résultat par rapport au décalage des télés qui retransmettent les matchs, il y a un volume d'enjeux qui se fait à l'autre bout de la planète, qui fait qu'on paye des jeunes 2 000 € la semaine à venir donner en direct le résultat des matchs, alors que c'est interdit par le règlement des tournois. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a des enjeux qui sont forcément pris en compte par les criminels. Enfin, pour terminer sur les sports, un petit mot sur les sports hippiques. L'affaire la plus importante qu'on ait eu à déplorer, c'est une affaire anglaise. J'ai des collègues anglais qui sont là. C'est d'ailleurs leurs collègues de la Horse Racing Authority qui ont traité ce dossier, avec les collègues des services de police britanniques, où on avait 13 propriétaires de chevaux impliqués et qui ont fait perdre leurs chevaux alors qu'ils étaient favoris pour pouvoir distribuer des informations de première main aux bookmakers, et qui pouvaient ainsi favoriser certains d'entre eux. En France, nous ne sommes pas forcément épargnés, même si l'organisation de la filière hippique est très sérieuse et nous permet d'éviter ce genre d'aléas. Nous avons malgré tout des vérifications en cours et des enquêtes que nous avons ouvertes d'initiative récemment sur des gens qui
de leur propre autorité, décident de ne pas faire tourner leurs chevaux au maximum de leur engagement, comme le code des courses le prévoit, mais qui les réservent pour d'autres compétitions, ce qui forcément induit un manque à gagner pour des parieurs qui auraient pu mettre ce cheval à l'arrivée. Ainsi, on a pu voir que sur une affaire, un cheval qui n'a pas été dans les résultats de l'arrivée et qui pourtant avait une chance de défendre sa candidature, 750 000 € de paris ont été faits sur ce cheval, mais qui ne pouvait pas arriver puisque le propriétaire, semble-t-il, n'avait pas envie, ou son représentant n'avait pas envie qu'il arrive dans les 5 premiers. Alors, il faut aussi rapprocher de toutes ces affaires, qui sont des affaires d'engagement de paris, de l'exploitation aussi de ce que représentent les paris et de leur vulnérabilité. Et ainsi, pour les escrocs de tout poil, le jeu est un vecteur essentiel, et notamment dans le monde des courses. On a pu ainsi mettre un terme aux agissements, alors que j'étais encore directeur de la PJ à Rouen avec le service central, d'un escroc qui, par voie d'annonce et Internet, proposait des achats de parts de chevaux. Il avait en fait 10 parts à vendre, mais il en a vendu 50. Donc forcément, il y a 40 personnes qui ont été lésées. Ça représentait quand même 1 million d'euros de préjudice. Et puis surtout, tous les gains dégagés par le cheval, il les conservait par devers lui. Donc cet escroc a été interpellé, incarcéré, et depuis lors, il attend son procès. Mais pour vous dire qu'on peut utiliser évidemment les jeux comme support à des escroqueries plus importantes. Et enfin, la dernière d'entre elles, celle qui était la plus importante que le service a eu à traiter, ça a conduit à 93 interpellations dans la communauté ivoirienne pour des gens qui ont ouvert des faux comptes. Et ça, il faut s'en méfier, parce que l'Internet, c'est la dématérialisation. Même si on prend toutes les mesures pour s'assurer de l'identité des personnes, elles peuvent utiliser des fausses identités. Et là, on a avec 93 personnes qui ont utilisé des fausses identités tant au PMU qu'à la Française des Jeux, et qui ont utilisé le système de dépôt avec des comptes récupérés et piratés au préjudice de personnes pour faire ces dépôts et les retirer même sans jouer. Et ça a occasionné 1 million de préjudices pour la FDJ et 500 000 € pour le PMU. Donc vous voyez comme quoi le monde du jeu et même le monde des opérateurs régulés peuvent se trouver eux aussi victimes. Et enfin, je terminerai par le poker, ce qui a donné l'occasion pour le service de moins s'illustrer dans les affaires, mais qui malgré tout a pu montrer les failles du système à diverses occasions. Parce que, une fois encore, il s'agissait de filiales d'opérateurs historiques qui se sont fait avoir, on va dire, où un individu a pu ouvrir 50 comptes joueurs avec des identités usurpées à chaque fois pour connaître le jeu de ses adversaires, puisque c'était lui-même à un moment donné. Et donc, par ce biais-là, il a pu contrecarrer le jeu de hasard qu'est le poker et pouvoir gagner à tous les coups. C'est aussi un autre individu qu'on a pu interpeller en 2014, qui disposait d'un logiciel espion de type cheval de Troie et qui permettait, par l'ingestion de ce logiciel dans les circuits informatiques, de pouvoir connaître le jeu de ses adversaires. Donc il a pu être interpellé et on avait beaucoup de sites qui avaient été visés par ces agissements, bwin, Winamax, PokerStar, Party Poker, BetClick, Everest, Barrière Poker, etc. Donc vous voyez, tout le monde était concerné. Plus globalement, je dirais pour en terminer que toute la thématique que nous venons de voir, nous avons mené depuis la création de l'Argel environ 170 enquêtes en lien avec cette thématique. 70 ont été classées sans suite puisqu'on demandait des chiffres depuis ce matin, du fait de l'implantation des opérateurs à l'étranger, et notamment à Malte. C'est normal, puisqu'il y a à peu près 300 sites qui sont localisés à Malte, et qu'une affaire récente de l'été a illustré les liens particuliers que les autorités politiques, ou certaines personnes liées à des autorités politiques, pouvaient avoir avec les opérateurs, avec les sites qui étaient implantés là-bas. Mais je dirais qu'il y a des mesures à prendre, et c'est ce que vous m'avez demandé, et je pense que, comme ça a déjà été souligné, l'harmonisation des législations sur les jeux à travers l'Europe est désormais nécessaire, d'avoir un système cohérent et global, que les opérateurs, dans le cadre des enquêtes menées par les services répressifs, doivent transmettre rapidement les éléments permettant de caractériser les infractions et de fournir le plus possible des informations complètes. Nous avons encore des difficultés. Nous devons intensifier la coopération internationale pour améliorer la mise en œuvre de la Convention de Macolin qui a été citée par le ministre tout à l'heure.
Nous devons élaborer des textes répressifs équivalents au sein de l'Union européenne pour mieux combattre le crime organisé à la recherche des situations les plus favorables à son expansion. Il y a forcément des pays en Europe qui ne pénalisent pas la corruption dans le sport, ça existe. Il y a des pays qui ne prévoient pas les mesures de surveillance particulières pour ces infractions telles que les écoutes téléphoniques, les opérations undercover, etc. etc. Il faut améliorer notre texte de la corruption sportive, puisque à l'occasion d'une affaire que nous avons pu traiter, on a rappelé ce texte qu'il avait été introduit le 1er février 2012. Eh bien, on condamne les gens qui manipulent les matchs pour des paris, mais on reste muet sur le cas des parieurs qui profitent de ces situations. Je dirais, il faudrait créer un délit d'initié en la matière. Et enfin, il faut développer les dispositifs de prévention en coopération avec les fédérations, avec les opérateurs, pour faire un peu ce qu'a mis en place l'UEFA. Je sais que c'est pratiqué par diverses fédérations françaises désormais, avec un concept pour faire en sorte que les joueurs soient conscients de ce qui se passe autour d'eux, un concept qui s'appelle Recognize, Resist, Report en anglais. Donc ça veut dire reconnaît, résiste et rapporte. Et enfin, l'organisation d'une plus grande coordination de tous ceux qui sont intervenus aujourd'hui, acteurs publics ou privés, au plan national ou international. Et je fonde beaucoup d'espoir dans la plateforme du modèle de la Convention de Macolin qu'a cité tout à l'heure le ministre et qui nous permettra justement de progresser tous ensemble dans ce domaine. Merci de votre attention.